Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vous reçois encore une fois pour un autre podcast sur Demain Lab. Comment on peut rêver notre demain? Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Éric Brangier. Alors, merci Éric d'être là. Et je sais que tu vas nous parler du télétravail aujourd'hui. Tu vas nous amener dans qu'est-ce qu'on a vécu pendant la pandémie pour justement dire que ce n'était pas du télétravail. Tu vas nous expliquer les différentes formes de télétravail et de nous expliquer un petit peu les enjeux puis peut-être les effets du télétravail à l'avenir. Alors, merci d'être avec moi. Comment ça va, Merci. Éric? Ça va bien. Ouais. Merci. Alors, qui Oui. es-tu, Éric? Alors, je suis professeur des universités, à l'Université de Lorraine, à Metz, en France, et assez spécialisé des questions d'organisation du travail liées aux technologies nouvelles. Voilà, mon métier, c'est la psychologie des organisations et l'ergonomie, Bon, que et en plus, j'enseigne, et donc, voilà, je l'enseigne. wow. Et je fais des Donc, recherches là-dedans. OK. ben oui, puis en plus, j'ai eu la chance que tu m'enseignes, donc ça, c'était vraiment assez impressionnant. Ah, une de mes meilleures étudiantes. Donc, j'aimerais que tu nous parles justement, parce que dans tes écrits que j'ai lus, tu as dit que pour toi, pendant la pandémie, tout le monde parle de télétravail, mais pour toi, tu disais que ce n'était pas du télétravail. Alors justement, est-ce que tu peux nous échanger là-dessus de qu'est-ce qui fait que pour toi, pendant la pandémie ou le confinement, en tout cas, ce n'était pas du télétravail? Alors, la question qui, effectivement, on a beaucoup parlé pendant la pandémie de la question de mettre les gens en télétravail, mais c'était un télétravail qui était forcé. À aucun moment le télétravail ici a été négocié. À aucun moment les syndicats, enfin, dans des entreprises où ça existait déjà, bien évidemment, il y avait des accords, mais très souvent, ça n'a pas été négocié. Les gens se sont retrouvés du jour au lendemain avec un ordinateur. Certaines entreprises que je connais ici ont acheté des ordinateurs le mardi matin pour le donner le mardi après-midi aux gens, puisqu'il fallait laisser les ordinateurs qu'ils avaient sur leur lieu de travail pour pouvoir travailler à la maison. Ensuite, les gens se sont trouvés dans une situation où à la maison, rien n'a été aménagé pour vivre en situation de télétravail. Beaucoup de gens se sont retrouvés avec un enfant sur les genoux, un biberon dans l'autre main, le manuel scolaire, gérer les courses, enfin gérer une situation de pandémie qui n'avait de toute façon rien à voir avec une situation organisée, régulée et structurée de télétravail. Donc, on s'est retrouvé dans une situation qui était exceptionnelle. Voilà. Parfait. Alors, oui, quand on parle de télétravail, généralement, on distingue 4 types de télétravail. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre d'abord pour aussi le distinguer par rapport à la situation de confinement. Le premier type de télétravail, c'est le travail à domicile. C'est-à-dire que l'individu ici travaille à temps plein chez lui pour une entreprise. Il y a quelques métiers, quelques professions qui s'y prêtent assez bien. La deuxième situation de télétravail, c'est tous les salariés qui sont nomades. En fait, il y a beaucoup de salariés qui se retrouvent à un moment donné de leur journée en situation de télétravail. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un hôtel, ils sont chez un client, ils sont sur la route et ils profitent de moments pour se connecter à leur smartphone, à leur ordinateur et effectuer une partie du travail. Donc là, on est dans des travailleurs nomades. Partie du nomadisme, c'est le télétravail. Ensuite, il y a une troisième situation de télétravail qui est la situation de ce qu'on appelle en France, en mauvais français, le coworking. Donc, les individus vont dans des espaces de coworking, généralement dans leur quartier, dans leur rue, dans leur village, où il y a un espace dédié, partagé par plusieurs salariés qui va leur permettre d'effectuer le travail. Et enfin, il y a le dernier exemple de télétravail, dernier type de télétravail, qui est sans doute le plus connu, le plus reconnu, le plus identifié, c'est la situation où les individus sont en alternance, un jour par semaine chez eux, 4 jours dans l'entreprise ou 2 jours dans l'entreprise, 3 jours chez eux, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le travail aussi pendulaire. Une partie du travail est effectuée sur le lieu de l'entreprise, une partie du travail est effectuée à son domicile. Voilà. Est-ce que tu penses que le télétravail, justement, suite à ce qu'on vient de vivre, va se développer? Parce que là, on a, en tout cas, juste Google a annoncé que le télétravail sera à 100% jusqu'à l'été 2021, là, apparemment. Alors, c'est tout à fait intéressant ce qui s'est passé parce que beaucoup d'entreprises étaient assez craintives du télétravail, suspicieuses. Elles se disaient, mais ça ne marchera pas, les gens ne vont pas travailler. Elles se disaient, les choses ne vont pas bien se faire. Et l'exemple du confinement a démontré en partie la possibilité de le faire et aussi l'efficacité dans un certain nombre de situations.
Donc, on est dans une situation aujourd'hui qui est une espèce de bricolage organisationnel, de bricolage et d'expérimentation, où on a eu des situations de télétravail qui étaient complètement exceptionnelles, mais qui, dans certains cas, ont très bien marché. Dans d'autres cas, ça n'a pas marché, ça a été moins efficace, mais du coup, ça a donné une possibilité d'évolution organisationnelle. Et il y a pas mal d'entreprises, tu parles de Google, en France, il y a Peugeot, il y a plusieurs entreprises, des grosses entreprises, qui sont en train de négocier fortement une orientation vers une évolution organisationnelle qui met en avant le télétravail. Puis justement, le fait d'être en télétravail, selon toi, c'est quoi l'effet que ça fait? Parce que je veux dire, ça a un impact sur, c'est une nouvelle organisation de travail qui s'installe. Et quel effet ça a, cette télétravail? Parce que là, on ne peut pas travailler comme dans un bureau, c'est pas possible. Alors, les effets sont multiples. Il y a beaucoup de recherches qui ont été réalisées dans de très nombreux pays. Il y a des études contradictoires, mais il y a beaucoup d'études qui vont quand même dans le même sens. La première chose, c'est assez surprenant, c'est qu'effectivement, on constate une augmentation de l'efficacité. Donc, ce que beaucoup d'entreprises ont remarqué assez implicitement pendant le confinement, eh bien, ça correspond à une réalité, c'est qu'il y a une augmentation de la performance du salarié qui apparaît. D'autres études ont montré aussi que les gens ont une perception du confort qui est supplémentaire, qui est plus élevée. Les gens se sentent mieux, ont le sentiment d'avoir de meilleures conditions de travail. Il y a aussi souvent une meilleure régulation qui est perçue entre la vie professionnelle et la vie familiale. Les temps de transport dans les grosses agglomérations, dans les grosses capitales, dans les grosses villes, sont fortement réduits par le télétravail. Si bien qu'on se retrouve dans des situations où les gens y voient un avantage pour eux. Il y a une économie temporelle, il y a un temps de trajet qui est plus court et on va gagner 2 heures par jour, voire plus, 3 heures par jour, qu'on peut passer en famille. Donc, il y a un équilibre assez globalement qui est assez favorable pour beaucoup de salariés. Puis donc, dans l'aspect favorable, tu parlais de tout ce qui est la théorie de l'échange social. Ça, c'est intéressant Alors, aussi, ça. c'est effectivement une des raisons. La question, il y a un paradoxe en fait. Okay. Il y a un paradoxe dans le télétravail, c'est de se dire, mais finalement, il n'y a plus de contrôle. Finalement, l'individu, il peut être chez lui et regarder la télé. Hein. Il peut être chez lui, aller à la piscine. Il peut être chez lui, je ne sais pas quoi, faire du vélo, faire du sport, faire ce qu'il veut. Il suffit d'avoir un vélo d'appartement qui soit adapté. Donc, qu'est-ce qui fait que l'individu va travailler? Ça, c'est une question. Et qu'est-ce qui fait que l'individu va travailler? Et qui plus est, qu'est-ce qui fait que l'individu va travailler plus de ce qu'on attend de lui? Et là, il y a une théorie qui est assez intéressante effectivement, en psychologie des organisations, c'est la théorie de l'échange social. C'est une théorie qui dit que finalement, l'individu en télétravail se sait privilégié. Il sait qu'il a un avantage par rapport aux salariés qui ne peuvent pas être en télétravail. Il y a un certain nombre de métiers dans les entreprises. Infirmier, par exemple, ça ne se prête pas au télétravail. Femme de ménage, ça ne se prête pas au télétravail. Il y a des tas de métiers où il n'y a pas de solution en situation de télétravail. Donc, le télétravailleur se sait avantagé, se sait privilégié, et il y a une espèce de compensation symbolique qu'il va faire pour rattraper, pour travailler plus, travailler mieux d'une certaine manière, et s'acquitter d'une espèce de dette un peu symbolique, mais aussi un petit peu réelle, qu'il a à l'égard de ses collègues. Donc, voilà. il va travailler plus? Oui, souvent. Souvent, c'est des gens qui, effectivement, au moins dans les premiers temps, et même quand on l'a vu dans le confinement, hein, les gens le disaient, je m'arrêtais de travailler à 19h, 19h30, j'étais très impliqué au travail, je voulais faire bien mon travail, je voulais bien le faire, je voulais en faire plus, je voulais montrer que c'était possible, etc., etc., etc. Et on voit bien que là, c'est vraiment s'acquitter de cet avantage, finalement. J'ai un avantage, je peux travailler chez moi, et du coup, j'en donne plus. Est-ce qu'en même temps, puis là, tu disais qu'il y a un paradoxe, parce que moi, ce que j'ai vu aussi, c'est tous les enjeux négatifs du télétravail. Tout l'impact. Oui, travailler 12 heures, 13 heures ou 14 heures devant mon écran, oui, ça a été un bénéfice, j'étais plus performant. En même temps, il y a un enjeu de santé psychologique et physique au travail par rapport à ça. Oui, tout à fait. Ça, c'est les risques. C'est qu'effectivement, l'individu travaille en plus. Il y a des risques en termes de troubles musculo-squelettiques qui deviennent plus importants. Il y a des risques en termes psychosociaux qui deviennent plus importants. Il y a des risques de présence qui deviennent plus importants, etc., etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est parce que je n'ai pas vraiment dit encore pourquoi ça marchait. J'ai dit ce que l'individu, comment il compense, mais qu'est-ce qui fait que ça marche? Ça marche dans les situations où les individus ont de l'autonomie.
C'est-à-dire, si le management maintient la bride, contrôle les horaires, vérifie si les gens sont connectés, vérifie si le travail est fait, vérifie, etc., et ça augmente toute une logique coercitive par rapport aux salariés, ça ne marche pas. Mais ça ne marche vraiment pas. Et là, il faut bien comprendre un point du télétravail, c'est que le télétravailleur se retrouve dans une situation où il a la nécessité de prendre des initiatives. Parce que tout son travail n'est pas défini entièrement. Il y a une partie du travail qui reste à la discrétion. Et là, soit l'individu va prendre de lui-même l'initiative d'aller chercher des informations, l'initiative d'aller chercher sur Internet des petites formations, des petits films pour lui expliquer comment utiliser tel ou tel logiciel, comment bien faire son métier, et auquel cas il va arriver. Et là, il sera performant. Si au contraire, on a un encadrement qui n'évolue pas, qui reste un encadrement qui prescrit le travail, qui prescrit ce qu'il y a à faire, le temps défini pour faire le travail, qui contrôle, etc., l'individu ne prend aucune initiative, le travail est fait à minima et le télétravail ne marche pas. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas. Il n'est pas productif, il n'est pas performant. Donc, en gros, il faut repenser la façon de le management aussi par rapport à ça. C'est très lié. C'est exactement très lié. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une nouvelle forme de management à inventer. Il y a un nouveau leadership à inventer, qui devient un leadership de plus en plus électronique. Il y a des formes de communication qui doivent évoluer aussi. C'est-à-dire, on s'attend bien évidemment à des emails courtois, bienveillants, etc. Oui. Tout ça fonctionne avec le. Oui, puis comment travailler l'autonomie, comment travailler la confiance, comment je te lance en télétravail, j'ai confiance que tu fais. Parce que moi, c'est ça que je l'ai vu, c'est que des gestionnaires qui fliquaient, on va dire entre guillemets, qui étaient hyper contrôlants à toute la journée, c'est très dérangeant pour les gens qui font du télétravail. Donc, ce genre de gestionnaire-là, on n'en veut plus. Ce genre de gestionnaire-là, c'est pas qu'on n'en veut plus, mais il est pas, oui, disons qu'il est plus adapté au système. Il est plus adapté au système. Ou il est plus adapté au télétravail, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment une évolution en termes de mode de management à trouver, à définir. Et là, c'est comment accompagner les gestionnaires pour dire comment je peux faire travailler l'autonomie avec les gens, parce que ça se travaille aussi, ça se développe. Comment je peux travailler l'autonomie, comment je peux travailler aussi la confiance que les gens vont faire leur travail. Exactement. Et là, on touche une question qui est quelle est la contribution que chacun apporte. C'est-à-dire que le temps devient moins important, c'est-à-dire le temps de travail devient en partie, il est toujours important, hein, mais il devient moins important que la contribution. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que je travaille? C'est le fait de travailler 8 heures par jour, c'est le fait de travailler 35 heures, 40 heures par semaine, ou bien ce qui est important, c'est la manière dont je contribue à la performance globale de ma situation de travail, c'est-à-dire de mon entreprise ou de mon administration. Puis là, c'est difficile parce que c'est comment évaluer ma contribution? Ça, c'est un vrai casse-tête. Ça va être un casse-tête pour les organisations, ça? C'est un casse-tête pour les organisations et c'est un casse-tête théorique aussi. Hein. Ah oui? Parce que théoriquement, on n'est pas au point encore au niveau de la recherche là-dessus. Hein. On se doute bien, on comprend bien que la notion de contributivité devient quelque chose d'extrêmement important, mais encore une fois, il est très difficile de l'évaluer, en tous les cas à court terme. Ça va être donc à la discrétion du gestionnaire qui va dire ben, toi, je considère que tu contribues ou toi, je considère que tu ne contribues pas, ou les collaborateurs vont dire ben, lui contribue, lui ne contribue pas. Est-ce que tu vois ça? Le gestionnaire est un des éléments. Mais si on prend, je peux donner un autre exemple là-dedans, qui est un exemple réel dans une fabrique de bière qui n'est pas très loin de la Lorraine, on va dire, où effectivement, ils se posaient la question d'inventer une nouvelle bière. Et ils ont fait travailler des équipes pendant 2 ans sur un projet. Puis finalement, ça n'a jamais abouti au goût, au procédé, à la mousse, à la qualité du houblon, de l'amertume qu'ils souhaitaient. Et puis un beau jour, il y a un type qui, en 15 jours, 3 semaines, a fait une bière et tout le monde a dit « Waouh, c'est celle-là qu'on met sur le marché ». Voilà. Donc là, c'est un vrai problème de contributivité qui est mis en place. On fait travailler des gens pendant 2 ans, finalement, on n'aboutit pas à ce qu'on veut. Et il y a un individu un petit peu dans son coin qui prend des initiatives et qui fait un truc où tout le monde dit ben voilà, je ne vais pas donner le nom de l'entreprise, mais elle est relativement connue. OK, parfait. Ce que j'ai lu aussi dans tes articles que tu as écrits, c'est toute la notion d'inéquité aussi qu'amène le télétravail. Donc, il va falloir penser aussi à ça aussi. Exactement. Il y a deux caractéristiques, il y a 2 effets, cette fois négatifs, en tous les cas
pas forcément négatif, mais qu'il faut bien gérer, qu'il faut bien contrôler dans le télétravail, c'est ce qui relève de l'équité de genre et de l'équité de carrière. OK. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que je vais commencer par l'équité de genre. L'équité de genre, ce qu'on a remarqué, on l'a bien vu dans le confinement, en tous les cas en France, c'est qu'à partir du moment où le déconfinement s'est enclenché, progressivement dans les entreprises, on a plutôt vu arriver d'abord les hommes que les femmes. Ah C'est-à-dire que oui, les femmes sont continuées à rester à la maison, comme si elles devaient être encore une fois la figure emblématique de la maternité, du domicile, de du l'entretien de la maison, foyer, tout etc., ça, ouais. du foyer, etc., etc. Et les hommes sont retournés plus vite en situation de travail réel. Et là, avec des choses tout à fait bizarres, hein, des maris qui disaient à leur femme, mais toi, tu es à la maison, tu as le temps de faire. Elle disait, mais attends, je travaille, je suis à la maison, mais je viens travailler. Donc, Je des l'ai choses entendu, totalement je l'ai paradoxales, entendu. qui sont arrivées. Et là, effectivement, il faut bien veiller à l'équité de genre. Donc, quand des accords, moi, ce que je conseille maintenant assez souvent, c'est quand des accords sont à négocier, il faut bien vérifier ça et faire en sorte qu'on respecte les hommes et les femmes dans ces situations-là de façon le plus égalitaire et le plus juste possible. La deuxième chose, c'est l'égalité de carrière. Alors là, il y a plusieurs études qui ont été faites sur des populations dans différents pays et qui montrent, avec des reculs assez importants, que les télétravailleurs ont des retards de carrière Ah, en termes de salaire, en termes de progression et en termes de salaire. Et c'est souvent lié au fait, alors c'est expliqué par le fait que les télétravailleurs sont moins présents. Donc, ils ne sont pas à la cantine, donc ils ne sont pas près de la machine à café, donc ils ne discutent pas avec le chef, donc ils ne participent pas à la réunion, donc, etc., etc. il Et réseaute finalement, comme moins. voilà, non, ils ne raisonnent pas moins, Il ils réseaute, raisonnent comme les autres. réseauter, le réseauter. Ah, ils réseautent, tout à fait, Oui. tout à fait. Ils réseautent moins, ils sont moins présents auprès de leur chef, moins présents auprès des dirigeants, et quand il y a des augmentations de salaire, souvent, on les oublie. Voilà. Ah, OK. Et ça, est-ce que dans tes recherches ou dans ce que tu as vu, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut pallier ou pour l'instant, on ne le sait pas encore? Alors, là-dessus, sur l'égalité de genre, je pense Oui. qu'on peut trouver facilement des modes de régulation dans les organisations. À partir du moment où on se dit on y pense, eh bien, on va répartir et faire en sorte qu'il n'y ait pas que les femmes en télétravail et les hommes en présentiel. Ce serait une absurdité totale. Donc, ça, il y a des choses où, très visiblement et très simplement, je pense qu'on peut assez facilement les réguler. Pour la question des salaires, c'est plus délicat. Pourquoi? Parce que, à ma connaissance, mais je me trompe peut-être, il n'y a pas encore de fiche de poste ou de grille de qualification ou de grille de salaire qui intègre le fait d'être télétravailleur ou pas. Oh, OK. Donc, tant qu'on n'a pas ça, ça me semble difficile de, de faire une répartition qui soit à peu près Puis, je pense, similaire. ce que tu m'amènes à penser aussi, c'est que peut-être que l'organisation aussi soit au courant, soit claire de ce qui se passe, le fait que quand on est en télétravail, il y a une inéquité de carrière. Donc, peut-être de valoriser ou d'essayer de faire des activités pour que ceux qui sont en télétravail, à 100%, je dirais, soient intégrés aussi à des activités de réseautage, de Oui, contexte ou autre. Parce que moi, ce que oui, j'ai lu aussi, c'est que les gens qui sont en télétravail ont tendance toujours à travailler avec les mêmes, donc à ne pas rencontrer des gens qu'on connaît pas, comme tu dis, à la cafétéria ou autre, que j'ai jamais rencontré, mais que peut-être par une activité par hasard, je me mets à discuter, puis je suis comme, hey, tiens, je te connaissais, puis finalement on discute beaucoup, mais on sait pas t'es qui. oui. Là, tu mets l'accent sur quelque chose qui est extrêmement important, c'est la nécessité de construire et de continuer à construire des collectifs. C'est-à-dire qu'un individu, et c'est pour l'efficacité du travail, hein, Ouais. c'est bien évidemment pour le lien social, c'est très important, pour l'identité sociale, c'est très important, mais c'est aussi très important pour la réalisation du travail. C'est-à-dire que très souvent, quand je n'arrive pas à résoudre un problème, je me réfère à des collègues. C'est-à-dire je vais voir mes collègues, je vais interroger mes collègues vont m'aider. Et c'est collectivement que souvent on construit une solution ou collectivement qu'on arrive à mener ensemble un projet. Et donc la constitution et la création et la vie d'un collectif est quelque chose d'extrêmement important. Alors, c'est difficile de le faire entièrement en télétravail. Ouais. D'où le fait que très souvent, les entreprises optent plutôt pour un modèle pendulaire d'un jour à 2 jours par semaine en situation de télétravail et de 2, 3, 4 jours en situation présentielle en entreprise.
Mais la constitution des collectifs est extrêmement importante. Ouais. Exact. Et peut-être une question, est-ce que toi, tu vois ou tu as lu, est-ce qu'il y a des activités ou des choses qui sont mises en place par les organisations pour essayer de réduire ou augmenter ce collectif-là, même si on est en télétravail? Est-ce que tu as des exemples? Oui, il y a des exemples d'entreprises où la mise en place du télétravail, puisque là, on est dans une situation où il y a un autre paradoxe, hein, c'est finalement le travail se fait à la maison et quand je vois mes collègues, c'est finalement pour le lien social. Oui. Alors que si on se remet dans l'ancienne économie ou dans l'ancienne société avant du millénaire passé, c'est l'inverse. C'est-à-dire, je suis dans l'entreprise pour travailler et je suis chez moi pour le lien social. Chez moi, dans ma famille, dans mes loisirs, etc. Donc là, il y a une inversion. Effectivement, on voit des entreprises qui privilégient des espaces de travail où le lien social est possible, où il va y avoir une activité sportive possible, où il y aura une activité, par exemple, récréative possible, où on va pouvoir accueillir des enfants le mercredi après-midi et des choses comme ça, pour que les gens se voient aussi sur le lieu de travail, mais pour constituer une identité collective. Wow, c'est vraiment de cet aspect-là, c'est toute une, on va dire, une façon de revoir notre travail dans le futur en intégrant aussi ce télétravail-là. Oui, parce que le télétravail ne doit pas faire croire que travailler, ce n'est qu'accomplir un mode opératoire. Travailler, c'est, comme je le dis souvent, c'est on produit et en produisant, on se produit soi-même. Donc, à un moment donné, on constitue son identité. Et travailler, ça ne peut pas être que réaliser des micro-séquences, des micro-tâches. Travailler, c'est aussi vivre une expérience sociale avec autrui. Donc, travailler, c'est se constituer une identité. Et il faut vraiment veiller à ça. Donc, effectivement. Donc, moi, je pense que on voit beaucoup d'entreprises qui requestionnent le travail à 100%, qui essayent de faire justement un mix des deux pour intégrer ces paradoxes-là que tu viens de mentionner. Beaucoup d'entreprises sont sensibles à justement se créer ce lien, ce collectif-là, parce qu'ils voient l'impact que ça a. Puis, je sais que tu mentionnais aussi, quand on est en télétravail, la personne qui va être en télétravail, il va falloir aussi qu'elle se questionne sur sa créativité. C'est comment on est créatif, comment on est dans la compétence aussi, c'est comment la compétence ici, puis comment la curiosité. C'est ça que tu mentionnais, les trois. Là, j'avais trouvé ça vraiment très intéressant quand tu me parlais de ces trois aspects-là. Oui. Alors, bon, effectivement, il y a un point extrêmement important. C'est aujourd'hui, dans les entreprises, on a quand même beaucoup de processus qui sont complètement automatisés, complètement informatisés. Et très souvent, travailler, c'est développer un projet qui va mettre en place un niveau d'automatisation supérieur et l'intervention humaine va devenir moins importante. Il y aura toujours de la maintenance, il y a de l'entretien, il y a des tâches, il faut réparer les machines, etc. Et très souvent, une fois que c'est mis en place, c'est stabilisé et ça fonctionne. Et donc, ce qu'on attend des individus, c'est qu'ils développent une créativité supplémentaire. C'est-à-dire qu'il faut chaque fois développer et innover. Les entreprises, enfin les salariés, on demande d'inventer de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses, d'être curieux par rapport à de nouvelles choses. Et ça, forcément, c'est se rencontrer. Ça, il faut bien le comprendre parce que développer du design thinking ou des ateliers participatifs, des ateliers créatifs, du brainstorming et des choses comme ça, des remue-ménages, pardon, en bon québécois, toutes ces choses-là sont des choses qui se font en interaction directe avec quelqu'un. C'est-à-dire que là, il faut être présent dans la situation de travail, il faut être dans le même espace. C'est la rencontre avec autrui qui, très souvent, est propice à l'innovation, à la faisabilité sur des choses nouvelles, etc., etc. Donc, du coup, il ne faut surtout pas croire, il y a des entreprises qui pensent que la mise en place du télétravail, c'est un télétravailleur, c'est tant de mètres carrés en moins. Ben non, c'est bien plus compliqué que ça, parce qu'il y a les espaces sociaux à penser, on en a parlé tout à l'heure, créatifs, sociaux, collectifs, pour se rencontrer et voir. Il y a aussi les espaces d'innovation à repenser. C'est-à-dire que, bien évidemment, ça fait des surfaces en moins, en mètres carrés, mais c'est aussi une nouvelle façon de penser les espaces de travail dans les entreprises.
Donc, les entreprises vont avoir beaucoup de choses à penser et j'espère qu'ils vont réfléchir. Puis je fais un résumé un peu de ce que tu mentionnais, puis j'aime beaucoup, c'est d'intégrer ce paradoxe-là que ce télétravail amène et de repenser nos façons de travailler. Donc, autant dans nos espaces de travail virtuels que physiques. Donc, on va plus travailler les mêmes choses. Je pense qu'il va falloir repenser aussi nos façons de communiquer entre nous aussi. Donc, de revoir comment on peut se former. Donc, j'aime beaucoup quand tu dis, ben, il faut repenser aussi notre façon de voir notre créativité, de repenser comment prendre des initiatives, repenser notre management, c'est ça aussi que tu mentionnais, puis de faire attention à toutes ces inéquités que tu amènes par rapport au télétravail. Et en même temps, je vais en finir sur le côté positif aussi. Tu disais que le télétravail, ben, c'est hyper productif aussi. On est productif aussi dans notre télétravail. Donc, pour ça, c'est intéressant. Donc, j'amène les organisations justement à réfléchir sur tous ces paradoxes-là que le télétravail amène et à revoir nos nouvelles organisations de travail. Est-ce que c'est un peu ça que ce que tu mentionnais? C'est exactement. Écoute, je te remercie beaucoup. J'amène les organisations justement à ouvrir la discussion sur ce qu'amène le télétravail et à s'informer et à revoir et à négocier justement par rapport à comment on va pouvoir voir en tout cas notre façon d'organiser notre travail via le télétravail. Merci beaucoup pour ton temps et tes explications très claires. Merci. Merci Stéphanie. Bonne journée à toi.